Donc bonjour à tous, on vous accueille aujourd'hui pour cet instant clé où on va vous parler de l'intérêt de la pratique sportive dans un cadre professionnel. Moi je suis le docteur Billot, je suis médecin du travail sur le site de Valence à la PST. Moi je suis Mathis et moi je suis ergonome aussi à la PST 26 à Valence. Dans un premier temps, je vais vous parler des troubles musculo-squelettiques. On vous parlera ensuite de la sédentarité et des moyens de prévention au travail de ces TMS et de la sédentarité. Et puis, on finira par un temps d'échange. Alors, concernant les troubles musculo-squelettiques, ce sont des affections des tissus mous de la périphérie des articulations qui peuvent toucher donc, plusieurs structures, les tendons, les articulations, les muscles, les nerfs ou les structures vasculaires. Ces TMS sont liés à une activité physique de travail et ce qui est important de comprendre, c'est que ces TMS, l'intensité des lésions des TMS, ça se fait dans le temps. Et jamais, c'est suite vraiment à une activité répétitive, c'est jamais des lésions qui sont spontanées ni qui apparaissent brutalement. C'est vraiment quelque chose qui se fait au fil du temps. Et les pathologies des TMS peuvent atteindre différentes zones du corps, comme le rachis, la colonne vertébrale, donc au niveau cervical, dorsal ou lombaire, mais le plus souvent cervical ou lombaire. Le membre supérieur avec les épaules, les coudes, les poignets ou la main, et puis le membre inférieur essentiellement au niveau des genoux. Ces troubles musculo-squelettiques, ils sont d'origine plurifactorielle. Donc, il y a les facteurs biomécaniques auxquels on pense de premier abord, tout ce qui va être posture de travail, les angles articulaires, si on effectue des manutentions, des efforts ou des vibrations, mais il y a d'autres facteurs qui interviennent, comme des facteurs individuels, l'âge ou le sexe salarié, son état de santé au préalable, et puis son expérience au poste de travail. Plus on va être expérimenté, moins on va être soumis au TMS. Il y a aussi des facteurs environnementaux, comme le bruit, auquel on ne pense pas souvent, mais qui est un vrai facteur de risque de TMS, la lumière, et puis aussi les températures. Quand on travaille au froid, on va être plus soumis à ces troubles musculo-squelettiques. Et puis, il y a aussi un facteur qui est important, les facteurs de risque psychosociaux. Si on est soumis à du stress à son poste de travail, ça va aussi accentuer le risque de développer des TMS. Le lien entre troubles musculo-squelettiques et les maladies professionnelles. Donc, une maladie, on appelle une maladie professionnelle si elle est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque, qu'il soit physique, chimique ou biologique, ou bien qu'il résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. Il y a deux types de reconnaissance en France des maladies professionnelles. Il y a des tableaux de maladies professionnelles qui sont reconnus par la Sécurité sociale. Il y a une centaine de tableaux avec des critères. Si on remplit de façon exhaustive ces critères, on rentre directement dans ces tableaux, on est reconnu, la maladie est reconnue d'origine professionnelle. Si la maladie n'appartient pas à un tableau ou que le lien n'est pas bien établi, ça va passer par une commission qu'on appelle la commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles. Et puis, on aura du coup cette maladie qui sera dite à caractère professionnel. Donc, il y a plusieurs tableaux. Il y a 5 tableaux qui concernent les TMS dans le régime général de la sécurité sociale que vous avez là. Il faut savoir que les troubles musculo-squelettiques, ça représente 88% des maladies, ça représentait 88% des maladies professionnelles en 2009. C'est vraiment en 2019, j'ai dit quoi ? En 2019, pardon. Donc, c'est vraiment l'énorme majorité. 20% des accidents de travail sont des lombalgies. Il y a 2 milliards d'euros de coûts directs pour les entreprises. Ça, c'est un chiffre qui date de 2017. C'est des chiffres de la sécurité sociale qui étudie les maladies professionnelles tous les ans. Ça représente 22 millions de journées de travail perdues. Et il y a une évolution récente depuis 2020 et la période Covid et l'augmentation du télétravail. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une baisse des maladies professionnelles, des TMS dans les maladies professionnelles dans le secteur des travaux publics et une grosse augmentation dans le secteur des services liée à l'augmentation du télétravail et donc de la sédentarité. C'est quoi le lien? C'est-à-dire le Covid. C'est quoi les TMS, le télétravail? Tout ce qui va être épaules, coudes, poignets. On est beaucoup plus sédentaire quand on est en télétravail.
Et puis, il y a eu la baisse, ça vient du fait qu'il n'y a pas eu de ces activités, mais le télétravail a augmenté parce qu'on est moins bien installé. Donc, ça va être tout ce qui va être cervical, épaules, coudes. Non, c'est la sédentarité. Avant de parler de la sédentarité, on va la définir rapidement. La sédentarité, c'est une situation d'éveil caractérisée par une faible dépense énergétique, et souvent en position assise ou allongée. Donc ça, c'est la définition du ministère de la Santé. En gros, quand vous êtes allongé au sommeil, vous avez une dépense énergétique, et la sédentarité, c'est quand vous êtes inférieur ou égal à 1,1 fois cette dépense énergétique. Donc c'est quand vous avez quand même pas beaucoup de dépenses énergétiques. Vous êtes assis à votre bureau, vous êtes assis à votre canapé, vous êtes assis au volant, etc. Cette sédentarité, elle est l'opposé de l'activité physique. Donc, l'activité physique, c'est tout mouvement corporel produit par les muscles qui requiert une dépense d'énergie. Donc, on oppose dépense d'énergie et faible dépense énergétique. Et l'activité physique, elle est souvent confondue avec le sport, mais elle est différente du sport. Le sport n'est pas une activité physique. Enfin, le sport est une activité physique, mais toute activité physique n'est pas un sport. Le sport, c'est toute forme d'activité physique et sportive qui, à travers une participation organisée ou non, a pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique ou psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition. Donc là, on retrouve différents volets du sport, la condition physique et psychique, les relations sociales ou alors la compétition. Par rapport à la sédentarité, on considère qu'un individu est sédentaire quand il passe plus de 7 heures par jour assis. Pour les gens qui travaillent sur des postes bureautiques, on a vite passé ces 7 heures, même si vous faites un poste qui vous impose 4 heures de travail bureautique, il suffit que vous ayez 1 heure de trajet aller-retour par jour, vous êtes déjà à 5 heures. Si vous passez 2 heures par jour dans votre canapé ou à regarder la télé le soir, vous êtes déjà considéré comme sédentaire. Il faut savoir que le travail est un des principaux facteurs de sédentarité, puisque plus de 60% de la sédentarité serait induite par l'activité professionnelle. C'est assez compréhensible, puisque les 7 heures par jour assis, comme je vous ai dit, si vous travaillez 35 heures par semaine et que vous avez un poste bureautique, vous allez tout de suite atteindre ces 7 heures par jour. Lors d'une journée de travail chez un quadragénaire, le temps passé assis est estimé à environ 12 heures par jour. Donc là, c'est surtout pour des personnes qui ont un travail bureautique. À ces 7 heures, on rajoute 1 heure, 1 heure et demie de trajet, on rajoute du bus où on est assis, même si c'est des transports en commun, on rajoute des activités de loisirs qui sont faites à la maison aussi, et qui sont aussi considérées comme de la sédentarité. Tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est films, séries, tout ce qui est le temps passé à table, etc. Les risques liés à la sédentarité, on ne sait pas toujours. La sédentarité, elle est affiliée à beaucoup de problèmes de santé. Donc, elle augmente le risque d'AVC, elle augmente le risque de diabète, augmente le risque de cancer, de cancer du sein et du côlon, le risque de dépression et d'hypertension. Et un chiffre qui fait un peu peur et une information qui fait un peu peur, c'est qu'elle provoque davantage de décès que le tabac chaque année en France. En gros, la sédentarité, c'est la première cause de mortalité évitable en France, devant le tabac. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important, puisque on a beaucoup de sensibilisation sur le tabac, le fait que fumer tue, etc., mais moins de sensibilisation par rapport au fait que la sédentarité engendre des gros risques pour votre santé. On considère que pour pallier à 8 heures par jour en position assise, donc par exemple pour quelqu'un qui aurait une activité bureautique et un travail bureautique, plus 1 heure, 1 heure et demie de sédentarité chez lui, il faille faire 1h30 d'activité physique intense par jour. Activité physique intense, on parle de cardio, on parle de course rapide à plus de 12 km/h, on parle de natation, etc. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui arrivent à tenir ce rythme-là. 1h30 d'activité physique intense par jour, tous les jours, c'est quand même assez important. On considère également que si on passe 10 ans de sa vie assis 8 heures par jour, on peut perdre jusqu'à 7 ans d'espérance de vie. Donc ça, c'est des chiffres qui sont assez choquants, puisque si on veut suivre le rythme pour rattraper notre sédentarité au travail, notre sédentarité quotidienne, soit il faut se défoncer au sport, soit on va avoir un coup sur notre espérance de vie. C'est pour ça que lutter contre la sédentarité est un enjeu de santé publique, puisqu'il y a des coûts directs et indirects qui sont associés à la sédentarité et qui sont directement en lien avec cette manière de vie. Maintenant, on va passer aux moyens de prévention au travail. Je crois que alors, concernant les TMS, les moyens de prévention, donc la prévention des TMS, ça s'inscrit dans une démarche continue d'amélioration de la performance des entreprises en matière de sécurité au travail, comme on peut adapter les postes de travail quand on a des soucis ergonomiques pour certains postes de travail.
ça repose aussi sur une obligation réglementaire des employeurs. Il y a de plus en plus de solutions de prévention alternatives qui sont basées sur la performance physique des salariés, qui sont proposées aux entreprises, comme des coachs sportifs ou des kinés qui pourraient intervenir directement en entreprise pour effectuer donc, de l'activité physique avec différentes techniques comme l'échauffement, le renforcement musculaire ou les étirements. Et il y a l'INRS qui a fait une étude en 2018 et qui a étudié toutes les publications qui existaient sur justement ces moyens de prévention qui sont basés sur la performance physique des salariés et qui a donc fait cette revue de la littérature et qui retrouve donc chez les travailleurs sédentaires comme résultat les exercices de type renforcement musculaire qui semblent avoir un effet plus prononcé par rapport aux exercices d'endurance ou d'étirement, essentiellement pour la région cervico-scapulaire et chez les travailleurs sédentaires, donc les travailleurs qui vont être au poste de type bureautique. Il y avait un niveau de preuve qui était moins important pour la diminution de la sévérité des entorses ou des maux de dos. Mais quoi qu'il en soit, tous les travailleurs à qui on proposait ces solutions de prévention basées sur soit des échauffements, du renforcement musculaire ou des étirements au poste de travail, ont retrouvé de façon concomitante dans toutes les études une amélioration de la communication entre les superviseurs ou les managers et les équipes, une augmentation de l'esprit d'équipe, de l'état d'éveil et de vigilance. Donc, c'est des résultats qui sont quand même intéressants. Et même si on a quand même un effet sur la prévention des TMS, il y a aussi toute cette sphère de communication, d'esprit d'équipe qui sont à prendre en compte. Ah, c'est toi. Donc, il existe plusieurs moyens pour prévenir la sédentarité dans un milieu professionnel. Par exemple, en commençant par évaluer dans son entreprise l'exposition à la sédentarité des salariés. Il y a des entreprises pour lesquelles les salariés ne sont pas du tout sédentaires. Travailler dans le bâtiment, je pense qu'à part un chauffeur routier ou un chauffeur poids lourd, il y a peu de sédentarité. C'est des gens qui sont toujours actifs, vous travaillez dans un drive, dans un endroit où ils font les préparations de commandes, il n'y a pas de sédentarité. C'est des gens qui font 10 km par jour à pied, mais éloignés de la sédentarité. Donc là-dessus, c'est intéressant aussi de se questionner sur est-ce que mon entreprise est éligible, est-ce qu'elle est critique par rapport à la sédentarité. Ensuite, il est important de sensibiliser et former les salariés aussi par rapport à la sédentarité, parce qu'on ne se rend pas toujours compte des dangers de la sédentarité et de ce qu'elle peut engendrer à la fois sur la vie perso et sur la vie pro et sur l'entreprise aussi, sur les résultats d'entreprise. Ensuite, il y a des choses qui sont simples aussi, c'est faciliter les pauses actives régulières. Donc, quand on dit pause active, c'est pas je quitte mon poste bureautique et je reste assis sur mon siège, mais je prends mon portable pendant 5 minutes. Ça, c'est pas une pause active. Une pause active, c'est je me lève, même si c'est pour aller à un endroit où les gens vont en pause fumeur, mais moi, je ne suis pas fumeur, je peux aller jusqu'à cette pause-là. Ça me fait marcher, je fais 400 pas à chaque pause. Ça va déjà casser le rythme de ma sédentarité et ça va me faire sortir de cette position assise qui est à force inconfortable. On considère qu'environ 5 minutes de pause active par heure, c'est utile et ça a des bienfaits. En pause active, on peut aussi imaginer que vous avez un travail bureautique, mais vous avez aussi des grosses phases de tri de documents ou de traitement de documents. Si vous alternez les deux, vous faites une demi-heure, vous allez déjà casser ce rythme-là et faire du tri de documents debout ou à un autre poste. Il y a également tout un travail qui se fait sur le matériel réglable. En matériel réglable, on parle de bureaux réglables à hauteur, par exemple. C'est des bureaux qui sont électriques ou manuels et qui permettent aux salariés quand ils en ressentent le besoin, parce qu'ils ont des informations de leur dos qui leur fait mal, ou alors quand ils y pensent, ils peuvent régler leur bureau pour effectuer une partie de leur travail en position debout. Le but, ce n'est pas d'avoir des bureaux réglables à hauteur qui soient fixes, parce qu'on ne veut pas passer d'un salarié qui travaille tout le temps assis à un salarié qui travaille tout le temps debout. Le but, c'est de pouvoir alterner ces positions-là. Après, il existe aussi une organisation qui peut privilégier certaines tâches en position debout. Par exemple, je le disais avec le tri de documents, avec les appels téléphoniques. Si vous avez la possibilité de passer, si vous passez 30 minutes par jour à faire les appels téléphoniques, c'est des appels de 20 minutes, de 10 minutes à chaque fois. Rien ne vous empêche de vous mettre debout si vous avez un échange téléphonique à faire et de parcourir dans votre bureau ou quoi que ce soit.
Ensuite, il y a aussi des rotations qui peuvent être faites dans des entreprises où quelqu'un est affilié à un poste et on ne tourne jamais sur les postes. Ça peut être intéressant d'effectuer des rotations pour alterner les tâches et alterner les sollicitations musculaires qui sont induites par l'activité. Ensuite, privilégier la communication en direct. Là, c'est possible aussi, ça dépend encore une fois de l'activité. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec aujourd'hui des logiciels de communication, des applications de communication, des téléphones partout dans l'entreprise, ou alors des mails pour tout et rien. Il y a certaines informations qui doivent être communiquées par mail, là-dessus on est d'accord, mais il y a certaines informations qui peuvent être faites directement auprès de l'interlocuteur. Rien de beaucoup de vous déplacer 50 mètres, d'aller toquer à la porte du bureau de votre collègue pour échanger une information avec lui. Ce sera sûrement plus rapide qu'attendre qu'il réponde à votre mail. Et en plus, vous bougez, vous vous levez, lui va peut-être se lever aussi pour vous expliquer quelque chose. Donc, ça peut être bénéfique. Et ensuite, comme l'a parlé Aline, il y a aussi le fait de promouvoir et d'organiser des éveils musculaires. Ça, c'est plus pour des tâches qui sont éligibles, par exemple, aux rotations et à l'alternance des tâches. On ne parle pas forcément on ne parle pas que des postes bureautiques, mais ça peut être intéressant quand même sur les postes bureautiques. Également privilégier l'accès à des équipements sportifs ou des intervenants sportifs. Ça, c'est au volontariat, en fonction du volontariat des salariés. Mais si vous avez dans votre entreprise un endroit qui est dédié à la pratique du sport, des douches pour que les personnes puissent se doucher après avoir effectué du sport entre midi et 2, ça va faciliter la pratique du sport et ça va supprimer une barrière pour que les gens pratiquent du sport au travail. Et ensuite, un truc tout bête, c'est la mise à disposition d'un abri à vélo et de douche dans les locaux, donc j'en ai parlé plus tôt. Un abri à vélo, c'est tout bête, toutes les entreprises maintenant le font, mais sans abri à vélo, forcément, on ne peut pas toujours garder son vélo en sécurité. Et donc, ça décourage les gens à faire un vélo, ils n'y pensent même pas. Voilà. Là, je vais vous parler d'une étude, c'est l'étude Goodwill qui a été réalisée en 2017 et donc qui a interrogé un certain nombre de salariés et qui retrouve que 84% des salariés aimeraient que leur employeur prenne en charge une activité sportive dans le cadre du travail. 90% de ces mêmes salariés n'avaient jamais été incités par leurs employeurs à pratiquer une activité physique en entreprise, mais on voit que les chiffres diffèrent en fonction de la taille des entreprises. Ça a été proposé à 40% des salariés dans les grandes entreprises, seulement 13% dans les PME et 4% dans les TPE. Voilà, c'est vrai que ça dépend aussi des moyens qu'on peut mettre à disposition. Un des résultats de cette étude aussi, c'était que la pratique sportive améliore la perception individuelle des conditions de travail en général. Un autre résultat, d'autres résultats intéressants de cette étude, c'était qu'un collaborateur sédentaire qui se met à l'activité physique améliore de 6 à 9% sa productivité. Donc, ça a des effets sur sa santé en général, mais aussi sur la productivité. Ça réduit son absentéisme de 30 à 40%. Et un collaborateur qui se met à l'activité physique va gagner jusqu'à 3 ans d'espérance de vie. Et ça peut retarder jusqu'à 6 ans la dépendance, l'apparition d'une dépendance. Pour terminer, je vais vous parler un peu du cadre normatif. On sent que effectivement, la pratique de l'activité physique sur le lieu de travail, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup ces dernières années et qui a un peu tout au niveau des lois qui sont passées ces derniers temps, des décrets, beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là, et notamment la stratégie nationale sport-santé 2019-2024 qui a été inscrite dans le plan national de santé publique priorité prévention. Et l'axe 1 de cette stratégie nationale sport-santé, c'est de promouvoir la santé et le bien-être par l'activité physique et sportive. Et une des actions de cet axe est de développer la pratique de l'activité physique et sportive dans le milieu professionnel. Un décret qui date de mai 2021 qui incite au financement par les entreprises de la pratique sportive des salariés par une exonération des cotisations sociales si l'employeur met à disposition d'un espace ou d'équipement dédié à la réalisation d'activités sportives. Concernant
la santé au travail. La loi du 2 août 21 qui a pour but de renforcer la prévention en santé au travail. Et l'activité physique et sportive est citée comme un outil mobilisable au service de la santé des salariés. Et un des articles de cette loi devrait permettre aux médecins du travail de prescrire de l'activité physique et sportive. C'est cohérent avec le plan santé-travail qui dirige un peu les actions des organismes de prévention en santé au travail, qui est de promouvoir, un des axes est de promouvoir les activités physiques et sportives en milieu professionnel. Une loi de mars 2022 qui vise à démocratiser le sport en France donc qui renforce l'activité physique adaptée, là, pas l'activité physique et sportive, mais l'activité physique adaptée qu'on peut proposer aux salariés, aux personnes qui ont déjà des problématiques de santé. Et donc, la prescription de l'activité physique adaptée est renforcée et élargie aux personnes qui souffrent de maladies chroniques, d'obésité, de surpoids et d'hypertension artérielle. Et cette loi a élargi le nombre de médecins qui pouvaient prescrire cette activité physique adaptée, et notamment les médecins du travail seront habilités à prescrire cette activité physique. Et en dernier lieu, donc, j'ai mis la visite d'information et de prévention qui a été un peu, qui nous est notre travail quotidien. On reçoit les salariés pour ces visites d'information et de prévention. Et la loi du 2 août 21 incite vraiment, lors de ces visites d'information et de prévention, d'interroger les salariés sur leur pratique d'activité physique et sportive et de les inciter à réaliser cette activité physique, si ce n'est pas le cas, en parlant des bienfaits que peut apporter l'activité physique et sportive. Donc, c'est une question qu'on pose tous les jours aux salariés de vos entreprises, de savoir ce qu'ils font comme activité physique et d'essayer de les inciter à en pratiquer davantage. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Clément. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Grenoble. C'est-à-dire que je suis à la fois administratif sur Grenoble, mais j'évolue sur Valence, puisqu'il y a un STAPS à une centaine de mètres d'ici, à laquelle j'enseigne. Donc, une petite présentation. Souvent, en recherche, on fait des présentations trop formelles, c'est informel. Donc, Clément Ginoux, ce qui m'a amené à ce métier-là, ça peut paraître un peu contradictoire, mais c'est le football. Donc, j'ai toujours pratiqué le football et je suis rentré en STAPS pour ça. Et petit à petit, j'étais dans un club de foot et il y avait beaucoup d'abandon, beaucoup d'enfants qui arrivaient. Et donc, il y a un projet de recherche qui a démarré au laboratoire dans lequel je officie maintenant, et qui était de savoir pourquoi les entraîneurs, finalement, avaient des comportements qui n'ont pas pris de bon comportement. Et de fil en aiguille, j'ai avancé dans mon cursus et je suis arrivé en master. Là, je me suis intéressé un peu plus au bien-être au travail. J'avais des cas familiaux, et donc, du coup, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse. Donc, j'ai fait un master, et puis de ce master, on a découvert des questions. Et du coup, j'ai fait une thèse de laquelle a découlé beaucoup de questions, mais dans laquelle j'ai mis en place un programme d'activité physique au travail pour essayer d'améliorer en fait, le bien-être des employés. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est cette question du bien-être au travail par la pratique d'une activité physique. Et quand on va essayer d'aller un peu plus loin, c'est dépasser un peu cette phrase clé qui existe en disant le sport, c'est bon pour la santé, le sport, c'est bon pour le cerveau, pour le bien-être, etc. C'est de se dire comment ça marche. Pas un effet magique. Là, c'est tout ce sur quoi la recherche est en train de travailler en ce moment. On est 5-6 équipes dans le monde à travailler sur ça. Et donc, du coup, on essaye de comprendre comment ça fonctionne et après de mettre en place des programmes d'activité qui permettent d'aller solliciter ces mécanismes-là pour être sûr que ça marche. Donc, on en est toujours convaincu, mais il y a des questions qui se posent. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que toutes les activités? Quelle activité? Et quand est-ce qu'il faut faire? Au final, dans le déroulé, c'est un petit peu abordé. Donc, avant, pour commencer, un petit peu déjà, savoir que le ministère du Travail, en collaboration du ministère de la Santé, a défini le plan santé et dans lequel cette notion de favoriser l'activité physique pour le bien-être des employés dans l'entreprise est très clairement mentionnée, ce qui n'était pas le cas
partir de celui de 2019, ça a été. Et en 2016, donc ça, c'est les chiffres les plus précis, les plus français, les plus à jour que je peux avoir, peut-être en 2016, c'est que globalement, on estime à 490 000 cas de burn-out par an. Donc ça, ce sont des chiffres français qui sont issus de la mission parlementaire qu'il y a eu en 2016. Les chiffres européens de 2018, alors, je vais vous donner 2 chiffres. Les chiffres européens de 2008 disaient qu'un employé sur 10 avait déjà connu dans sa vie un cas de burn-out. C'est-à-dire qu'il était en burn-out, il avait. Et en 2018, on a doublé ce chiffre, donc on est monté à 2 sur 10. Donc en 10 ans, on a doublé la prévalence du burn-out en entreprise. Donc, de quoi on parle quand on parle de sport et quand on parle de bien-être? Mathis, on a parlé tout à l'heure, donc je vais aller assez vite. On a donc tout ce qui va être de l'activité physique. Là, je suis debout, mes muscles fonctionnent, donc c'est de l'activité physique. L'exercice, c'est quand on va pratiquer des exercices physiques de façon cadrée, de façon structurée, de façon répétée dans le temps. Et le sport, Mathis en a parlé aussi, c'est quand vous allez avoir une dimension réglementaire, une dimension de compétition, une dimension de report, une dimension d'affrontement qui est. Nous, dans la recherche, on va se placer entre l'activité physique et l'exercice. C'est à ce type de comportement-là qu'on s'intéresse. C'est nous ce que l'on qualifie de activité physique régulière. Je comprends qu'on n'a jamais fait ça. Les Anglais ont un seul mot, ils appellent ça exercise. Exercise, en anglais, ils savent que c'est l'activité physique régulière. Et donc, du coup, c'est finalement tous les mouvements que vous allez pouvoir faire au jour le jour, qui vont être soit les déplacements que vous allez avoir, donc qui ne sont pas dans de la sédentarité, ou les activités physiques et sportives que vous allez pouvoir faire en déplacement, vous allez pouvoir faire avec vos conjoints, amis, etc., qui vont vous amener à bouger. Quand on parle de bien-être, souci de diapo, donc quand on parle de bien-être au travail, le bien-être, c'est un énorme mot-clé derrière lequel tout le monde met un petit peu ce qu'il veut et un petit peu n'importe quoi. Et donc, du coup, le gros boulot qu'il y a eu dans la recherche scientifique ces dernières années, c'est de dire il faut qu'on clarifie ce terme parce que tout le monde l'utilise, tout le monde met un peu tout et n'importe quoi derrière et finalement, ça perd les gens. Donc, globalement, tout en haut, on a ce qu'on appelle le bien-être global. C'est le sentiment général que l'individu va avoir vis-à-vis de sa vie personnelle. Et là-dedans, on va avoir du coup plusieurs contextes. On peut avoir un bien-être qui va être spécifique, un bien-être qui va être dans les loisirs, un bien-être qui va être social, un bien-être qui va être personnel, etc., etc. On arrive un petit peu à catégoriser ça selon les contextes. Quand vous demandez aux gens comment ils se sentent au travail, comment ils sont dans leur vie privée, comment ils se sentent dans leur vie associative, ils sont capables de définir, de faire des différences entre ces différents. Et ensuite, on a pour chaque type de bien-être 2 choses. Le bien-être hédonique et le bien-être eudémonique. En fait, c'est 2 visions du bien-être. Si vous voulez les comprendre un peu plus facilement, c'est une vision qui va être un peu plus à court terme. Le bien-être hédonique, c'est les humeurs et les émotions. Je me sens bien, j'ai des émotions positives, j'ai des émotions négatives. Je suis satisfait de ma vie actuellement. Donc ça, c'est vraiment très instantané. En gros, si vous voulez une idée, c'est la photo du Polaroid, et hop, je sors, et vous avez un petit peu la température, l'état des choses. On a le bien-être eudémonique. Le bien-être eudémonique, il est différent, c'est quelque chose qui est sur une période de temps beaucoup plus longue et qui renvoie à une vision que l'individu a de ses aspirations de vie et où est-ce qu'il en est actuellement. Donc une concordance entre ce que j'aspire à être, ce que j'aspire à faire et où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Donc c'est par exemple mon épanouissement social. Ça peut être aussi les buts de vie que je vais arriver à mettre ou pas en œuvre dans ma vie de tous les jours. Ça peut être aussi, est-ce que dans ma vie de tous les jours, je peux décider de quelque chose. Donc ça, c'est bien être plus ce début. Chacun de ces 2 familles de bien-être a ses indicateurs. Donc par exemple, dans le bien-être hédonique, on a la satisfaction de vie, les affects positifs, la vigueur. Par exemple, c'est quelqu'un qui va dire j'ai le sentiment d'avoir la pêche au fond. C'est très situationnel, c'est 1 jour, 2 jours, etc. Ça peut fluctuer dans le temps. Dans les indicateurs négatifs, on va avoir les affects négatifs, les symptômes dépressifs et le burn-out. Je me sens épuisé par mon travail. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps sur une dizaine d'années. C'est quelque chose qui est plus situationnel à une journée, une semaine ou à un moment, une période de l'année. Dans le bien-être démonique, vous allez avoir justement toute cette autonomie, ces relations positives, une forte estime de soi. Et donc là, on va plus être type, je me sens libre de faire des choix sur la façon dont je vais faire mon travail. C'est quelque chose qui est plus long dans le temps, c'est une organisation du travail, c'est une habitude de travail. Donc là, on est sur une durée beaucoup plus longue. Et ensuite, sur les indicateurs négatifs de ce bien-être un peu démonique, on va avoir le sentiment de contrôle, les relations qui vont être négatives, les relations tendues avec les collègues au travail. Je vis dans un climat de travail qui est délétère depuis plusieurs années. Donc ça, ce sont des conditions d'évolution qui impactent le bien-être et l'épanouissement de l'employé. Donc ça a été en grande partie résumé par ce que Deiner a fait en 2009, mais aussi d'autres chercheurs qui ont travaillé là-dessus.
Donc maintenant, quand on s'intéresse à savoir un petit peu ces relations entre l'activité physique et le bien-être, du coup, voilà, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est une formule magique? Est-ce que ça existe à un instant T ou est-ce que ça continue à exister dans le temps? Globalement, l'activité physique a un effet bénéfique sur le bien-être au travail. Et ça, on peut le voir sur différents laps de temps. Vous allez d'abord avoir des effets à très court terme. Si je vous interroge ici sur votre niveau d'activité physique et votre niveau d'épuisement professionnel, par exemple, j'aurai une relation qui va sortir où ceux qui font plus d'activité physique seront ceux qui auront le niveau de bien-être professionnel les plus élevés, donc le moins de burn-out. C'est une photographie qui sort à chaque fois. La même journée, il y a des études aussi qui sont intéressées en disant tiens, entre le matin et le soir, comment évolue le bien-être de l'employé, plusieurs temps de réponse, le matin, à la fin de la journée et au moment du coucher, et quelle est l'activité physique qu'il a fait pendant la journée. Et bien, on observe que si par exemple l'employé a fait de l'activité physique à la pause entre midi et deux, il va avoir une amélioration de son bien-être comparé à quelqu'un qui n'en a pas fait. Et si quelqu'un fait une activité physique dans son temps de loisir le soir, il va avoir une amélioration de son bien-être au moment d'aller se coucher. Je reviendrai tout à l'heure sur la notion de récupération. Ce week-end, c'est une étude qu'on a fait il y a 3 ans. On a pris un pool de personnes et on leur a posé des questions sur comment ils se sentaient le vendredi par télétravail, comment ils se sentaient le lundi avant de reprendre leur travail. Et on a regardé ce qu'ils ont fait pendant le week-end, tout type d'activité, et ensuite un peu plus focalisé sur l'activité physique. Et on a regardé, montré que ceux qui pratiquaient le plus l'activité physique, ceux qui récupéraient le plus entre le vendredi et le lundi. Sur plusieurs jours, c'est une étude qu'on avait fait au tout début de ma thèse, on a suivi les gens pendant une semaine. Donc on leur a posé cette fois-ci un accéléromètre, un appareil qui permet de mesurer à la fois l'activité physique, à la fois aussi la sédentarité, le temps passé à faire de l'activité physique, le temps passé en sédentarité. Donc du coup, on a montré que les individus qui, sur une semaine, étaient les plus sédentaires, qui pratiquaient le moins d'activité physique, étaient ceux qui avaient une augmentation dans le temps la plus importante de leur équipement professionnel, juste sur la semaine, en contrôlant bien sûr les conditions de travail. Mais ça marche aussi sur le long terme. Il y a des études, donc là, c'est des collègues suédois qui travaillent, Jens Dottir, à Gothenburg, en Suède, qui travaillent beaucoup sur des grosses cohortes. Donc, ils s'intéressent à plusieurs mois. Et ils montrent que globalement, si de un mois à l'autre, on a une augmentation de l'activité physique, alors le mois suivant, on aura une diminution du burn-out au travail. Ce n'est pas instantané, mais on a cet effet un peu qui existe. Et ils ont même fait des études sur plusieurs années. Ils ont étudié l'évolution du bien-être sur 10 ans. Et ils ont montré que les individus qui s'engagent dans des pratiques d'activité physique ont, toujours en contrôlant les conditions de travail, les travails sont, etc., une diminution de leur mal-être professionnel par la suite sur les années qui suivent. Donc ça, un petit peu, c'est pour vous donner le panorama. Globalement, ces effets sont de taille modeste. Modeste, c'est-à-dire qu'on arrive à montrer que globalement, si j'augmente d'une heure mon activité physique, alors je diminue de 0,2, 0,3, c'est-à-dire 20% mon niveau de burn-out. Donc, il y a une relation qui existe, une relation qu'on appelle une science de cause à effet. Je bouge A, B bouge. Mais finalement, quand on a creusé un petit peu plus ça, et ça c'est notamment une chercheuse en Allemagne qui s'appelle Sabine Sonnentag, qui a essayé de se dire, mais finalement, comment ça marche? Quels sont les ingrédients qui existent là-dedans? Et donc du coup, elle a développé le concept d'expérience de récupération. Donc la récupération, c'est par exemple lorsque vous allez avoir un employé qui va s'épuiser dans un contexte professionnel et qui après va avoir un temps où il va pouvoir recharger les ressources qu'il a. Donc globalement, en psychologie, on considère qu'on a 3 types de ressources, des ressources physiques, des ressources cognitives et des ressources émotionnelles. Les ressources physiques, on parlait des gens du BTP, par exemple, qui mobilisent de grosses ressources physiques pour faire leur travail. On a par exemple des gens qui sont, alors ceux qui sont un peu à la mode en ce moment dans nos études, c'est les codeurs en informatique, qui mobilisent énormément de ressources cognitives. Ils codent des lignes de texte et ils sont uniquement dans du cognitif, l'activité des voix est aléatoire. Et après, on a par exemple, donc, récemment, il y a une étude sur les employés de la CAF, et les employés de la CAF, ou globalement les agents d'accueil, qui, eux, vont être au contact du public et qui vont avoir des interactions qui peuvent être plaisantes ou déplaisantes. Donc, du coup, il y a une grosse sollicitation de ressources, cette fois-ci plus émotionnelles. Et donc, du coup, en fonction de comment est-ce que vous vivez les activités, vous allez pouvoir remplir certaines de ces ressources. Par exemple, quelqu'un qui est dans le BTP, on ne va pas lui proposer d'aller faire un entraînement au marathon à la fin de sa journée parce qu'il mobilise assez de ressources physiques dans sa journée. On va lui proposer des activités physiques qui vont être beaucoup plus légères et qui vont peut-être plus aller solliciter les ressources dites affectives, donc avec des gens, etc., ou les ressources cognitives. Il va falloir commencer à réfléchir, etc., etc. Les expériences de récupération dont parle Sonnentag, globalement, c'est les processus psychologiques. Il existe des processus physiologiques, ce qui se passe dans le corps, les hormones. Et là, Sonnentag a fait le choix de se centrer uniquement
sur les processus psychologiques qui peuvent être à l'origine de ce processus de récupération. Moi, est-ce que j'explique que je m'épuise dans ma journée de travail, je mobilise certains types de ressources, après elles se remplissent et je retourne au travail le lendemain sans dette de récupération. Quand il y a récupération de fait, retournez le lendemain au travail sans être remonté sur vos ressources, par exemple. Moi, dans le cas de mon travail, c'est souvent cognitif. Vous travaillez le soir, comme ça a été le cas hier soir jusqu'à tard, et ben, du coup, vous ne récupérez pas vos ressources cognitives. Donc, vous vous levez le matin et vous retournez au travail avec une dette de ressources cognitives. L'activité physique va permettre de favoriser la récupération de cette ressource. Et en fonction de comment est-ce que vous vivez cette récupération va être plus rapide. Il y a ce qu'on appelle tout d'abord le détachement psychologique. Lorsque vous allez pratiquer une activité physique et que vous n'allez plus penser au travail. Que vous allez être dans un contexte où il ne vous est plus possible de penser au travail, il n'est plus possible de réfléchir à ce qui s'est passé dans votre journée, aux soucis que vous avez, etc., etc. Les Anglais utilisent le terme de switch off the work. C'est vraiment ça, c'est la politique des after-work. Les after-work en Angleterre, c'est vraiment ça. C'est switch off. J'oublie le travail, je vais dans un autre contexte avec des collègues de travail, une possibilité. On n'en parle pas beaucoup. Vous avez aussi tout ce qui va être la relaxation. Donc, ça ne va pas être la relaxation au sens de la pratique de la relaxation, telle qu'on peut connaître la sociologie, etc. C'est plus le sentiment que l'employé va avoir. Je vous donne un exemple. Vendredi, j'ai eu cours de 8h du matin jusqu'à 18h, avec 30 minutes de pause et midi. Mon activation cérébrale, mon activité physique et, parce que je suis en phase d'étudiant en première année STAPS, émotionnelle aussi, parce qu'il faut un peu les réveiller, a été très grande. Mais à la fin de ma journée, je me suis posé en bas avec un café et j'ai discuté avec mon directeur d'établissement. Et là, tout de suite, j'ai senti la discussion était beaucoup plus apaisée, le niveau d'activation était beaucoup moins élevé. Et donc, j'ai fait l'expérience de ce moment de relaxation. D'ailleurs, je suis allé jouer au foot, parce que je pratique encore le football. Et pareil, la séance d'activité de football, elle était globalement assez intense, mais en termes de ressources vraiment cognitives et émotionnelles. Donc, c'est ce sentiment de relaxation. La maîtrise, c'est lorsque vous allez pratiquer une activité physique qui va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses, de développer des compétences. Par exemple, au football, je ne sais pas pratiquer juste pour plaisir, mauvaise pratique. Aujourd'hui, j'apprenne des choses. Si je ressors d'une séance où je n'ai pas pu améliorer une compétence, si je n'ai pas pu apprendre quelque chose, ou si je n'ai pas pu expliquer quelque chose à quelqu'un, etc., j'en ressors plus. L'activité physique me permet ça. Le sentiment de contrôle, ça, c'est aussi, par exemple, dans la pratique. On peut choisir quel type de pratique on fait. Donc, moi, le football, je choisis de le faire. Mais je sais que je vais aussi souvent courir avec mon chien, et ça, je décide de quand je vais le faire, où je vais le faire, avec qui, à quel moment, avec qui, pendant combien de temps, à quel moment de la journée, etc., etc. Je récupère du contrôle sur ma vie, alors que je suis dans un contexte professionnel qui, parfois, quand vous avez 9 heures de cours dans la journée, ne vous permet pas de choisir quand est-ce que vous voulez faire une quand est-ce que vous voulez faire autre chose, etc. Donc, c'est un moyen, les activités physiques, de récupérer du contrôle sur sa vie, là où des fois, au travail, selon les travails, on perd ce sentiment de contrôle. Le sentiment de contrôle, ce n'est pas juste pouvoir prendre sa pause quand on veut avoir une grande latitude, mais c'est aussi avoir la possibilité de choisir quelle tâche on fait d'abord, quelle tâche on fait après, comment la faire, etc., etc. Dans mon UFR, j'ai beaucoup de personnel administratif qui, sur la période de juin, sont occupés à rentrer toutes les notes. Donc, elles décachetent les 3000 copies x 20. Donc, 60 000 copies, elles les décachettent. Et donc, elles vont rentrer toutes les notes sur Excel. Et l'autonomie dans le travail, le contrôle dans le travail, c'est leur laisser la possibilité de choisir comment elles veulent faire ça. Est-ce qu'elles veulent automatiser le processus en il y en a une qui ouvre, qui décachette toutes les copies, l'autre qui met les notes, l'autre qui vérifie, etc. Ou est-ce qu'elles font tout d'une suite et qu'elles gèrent? Ça, elles ont une attitude, on met ça en place depuis pas longtemps dans mon UFR. Donc, du coup, on redonne du contrôle à l'employé sur son monde de travail. Donc, c'est la même idée lorsqu'on pratique de l'activité. Ça, c'est ce que Sonnentag a montré en 2017. Ces 4 ingrédients-là, lorsqu'ils sont présents dans votre pratique d'activité physique, vont accélérer votre récupération. Ce qu'on a montré, nous, c'est que globalement, il y en avait encore 2 autres qui pouvaient être intéressantes, et c'est la plus-value de la thèse que vous faites, c'est que globalement, on a le renforcement affectif. Lorsque vous allez pratiquer des activités physiques qui vont être génératrices d'émotions positives, d'affects positifs, alors ça va déborder dans le temps de travail. Nous, on avait fait l'expérience, on a proposé aux gens d'aller faire 1 heure de marche tandis sur le campus universitaire, et on a mesuré leurs affects, leurs sentiments de satisfaction, etc. Donc, quel état ils étaient avant qu'ils arrivent à notre séance, après notre séance, et 3 heures après, par un petit mail, quand ils étaient au travail. Et en fait, on a remarqué que les jours où ils avaient pratiqué l'activité physique, alors il y avait un débordement affectif qui durait approximativement 1 ou 2 heures, dans lequel l'employé se sentait bien
au travail, même s'il revenait sur les mêmes tâches qui lui posaient problème le matin. Et on a particulièrement montré ça sur des gens qui étaient sur des postes très contraints où il fallait vraiment faire les choses, etc. Ils étaient confrontés à des problématiques administratives fortes à l'université, et globalement, les jours où ils allaient pratiquer cette activité physique sur leur temps de pause à midi, et ben, sur le début d'après-midi, ils évaluaient les tâches professionnelles qu'ils avaient eu le matin comme beaucoup moins compliquées. Et ils avaient des affects positifs beaucoup plus élevés. Et enfin, l'autre qu'on a mis en évidence, c'est une expérience d'interaction sociale. Globalement, c'est lorsque cette activité-là, vous choisissez de la pratiquer avec d'autres personnes et que ça va vous permettre d'avoir un sentiment un peu de connexion sociale. Le sentiment de connexion sociale, ça va être le sentiment d'appartenir à un groupe, ça va être le sentiment de pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un, faire preuve d'empathie, faire preuve de compassion, mais aussi avoir des gens qui vont vous écouter et qui vont vous amener quelque chose sur le plan social. Il y a aussi des travaux qui ont touché sur le sens communautaire. Je fais de la course à pied, je fais aussi du vélo. Quelque chose qui est très très fréquent à Grenoble, c'est que Grenoble est une grande ville de cyclistes et de sportifs. Vous montez sur le col de Porte à Grenoble, donc c'est globalement une heure et quelques d'ascension. Vous croisez les cyclistes, vous leur dites bonjour, bonjour, vous crevez, ils s'arrêtent. Il y a une très très grande entraide dans cette communauté-là. Vous les recroisez à Grenoble sur le campus 2 heures plus tard, ils ne vous disent pas bonjour, ils ne vous connaissent pas. Le sport amène ce sentiment communautaire, amène ces interactions sociales qui font que des fois on s'attarde avec certaines personnes sur lesquelles dans la vie de tous les jours on ne prêterait pas attention. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui pratiquent des activités physiques un peu plus individuelles, notamment la course à pied ou le trail running. Et donc, du coup, il y a quand même un sentiment de communauté. Donc, vous pouvez finalement aller pratiquer seul, mais rencontrer des gens qui vont vous donner l'impression finalement d'avoir du lien social. À Grenoble, par exemple, c'est tous les trailers ou les randonneurs, vous pouvez aller, vous voulez monter à la Croix de Beldon, qui est un des sommets les plus emblématiques de Grenoble. Globalement, si vous marchez bien, à partir du parking, il vous faut 2h30. Souvent, ça vous prend 3 heures, parce que les randonneurs parlent beaucoup, etc., etc. Même si vous montez tout seul, au final, vous rencontrez beaucoup. Vous avez un berger allemand de 40 kg, c'est encore plus facile, les gens vous abordent, il est beau, etc., etc. Et donc, du coup, vous créez du lien. Et cette activité-là, physique, va vous permettre de créer du lien, et donc va améliorer votre préparation. C'est pour ça qu'à Grenoble, il y en a beaucoup qui vont courir le matin, entre midi et 2. Donc, on a des recommandations gouvernementales qui poussent à pratiquer plus d'activités physiques parce qu'elles ont identifié qu'il y avait des bénéfices à la fois pour la santé des individus, pour leur bien-être général, mais aussi pour le contexte professionnel. On a des incitations de ces textes à démocratiser et à promouvoir l'activité physique dans un objectif d'amélioration. Donc là, les textes, très clairement, poussent les employeurs à proposer de l'activité, proposer des conditions de pratique, proposer des facilitations, proposer des partenariats, proposer, etc. Et donc, du coup, il y a aussi derrière l'idée, très clairement, proposer des programmes d'activité physique à proximité ou pas très loin, même sur le lieu. Globalement, quand on regarde la littérature, quand vous voulez mettre en place ce type d'activité physique, quand on regarde toutes les études qui existent, et globalement, l'activité physique aérobie modérée. C'est-à-dire une activité qui va vous amener à être légèrement essoufflé, mais on n'est pas sur une activité physique intense de 1h30 par an. On est sur des programmes qui globalement durent 8 à 12 semaines et qui ont globalement 2 à 3 séances de 40 à 60 minutes par semaine. Et on essaye de favoriser ces différentes expériences de récupération. Donc ça, c'est un constat qui a été fait en 2016. Il faudrait faire tout ça. Les études qui existaient, et chacune faisait un petit peu son petit truc. Et donc, du coup, on a essayé de faire tout ça dans une seule étude, dans la thèse qu'on a construite 2 fois et qui s'appelait donc Open. Globalement, l'idée, c'était, on recrute des gens, on les met dans différentes conditions. Les conditions 1 et 2, c'était des conditions actives. Les gens allaient pratiquer l'activité. La condition 3, c'était une activité non physique, mais ludique. Donc, c'était du théâtre d'impro, théâtre de plateau. Et on a toujours, puisqu'on est des chercheurs, un groupe qui est en liste d'attente, un groupe qui ne fait rien. Il faut qu'on puisse s'assurer que les modifications qu'on voit entre le temps 1 et le temps 2, c'est des gens sur qui on vient faire quelque chose, n'existeraient pas s'ils ne faisaient rien. Donc ça, c'est toujours le cas. Souvent, ce groupe liste d'attente, on lui repropose le programme à la fin du cours. Et donc, du coup, les 2 groupes activité physique avaient 2 heures par semaine de marche nordique. Donc, ils avaient une questionnaire hebdomadaire. Chaque semaine, on leur demandait comment bien se développer. Le groupe théâtre, c'était la même chose. Ils avaient exactement la même quantité d'activité, 2 heures aussi. Et la petite différence qu'on avait entre les conditions 1 et 2, c'est qu'on avait un intervenant qui avait été formé à mettre en place, à aller chercher ces expériences de récupération. Comment est-ce que je peux mettre en place ma pratique d'activité physique pour être sûr que les gens
vont aller développer des sentiments sociaux, vont avoir la possibilité de s'exprimer, donc avoir de l'autonomie, du contrôle. Comment est-ce que je vais pouvoir sûr que les gens vont avoir de la maîtrise, etc. Donc, on avait développé un peu tout ça. Donc, on a répliqué cette étude. On l'a fait 2 fois. Je n'aurais aimé la faire qu'une fois, mais la première année, je n'avais que 54 personnes et ce n'était pas assez puissant pour montrer des résultats significatifs. Donc, en sciences, même si vous avez un graphique qui vous dit dans le groupe 4, il y a 30% d'amélioration en plus, si les 30% d'amélioration en plus ne sont pas statistiques au niveau de nos tests significatifs, ça ne veut rien dire. Ça choque pas. On montre des graphes, on a 30% d'amélioration, mais on vous dit que ce n'est pas significatif quand on n'est pas sûr. Voilà. C'est qu'on n'est pas sûr qu'il y a 99% de chances que ce ne soit pas du hasard. Mais globalement, on a une amélioration de la vigueur dans les 3 groupes expérimentaux, avec un groupe plus prononcé pour ceux qui font de l'activité physique. Donc, la vigueur, c'est l'opposé du burn-out. Un individu qui va être burn-out, il va être épuisé par son travail. Un individu qui a un haut niveau de vigueur, il va s'engager dans son travail, il va avoir un très haut niveau d'énergie, de dévotion et d'absorption dans son travail. Okay, c'est un peu l'idéal qu'on cherche toujours dans les. Et donc là, ce programme d'activité physique, on a une amélioration de la vigueur dans les 3 groupes XP et on a une amélioration plus importante dans le groupe d'activité physique que dans le groupe théâtre. Parce qu'on pense que globalement, la pratique d'activité physique amène plus de situations où on pourrait aller chercher ces expériences. Pas de différence entre le groupe qui avait été formé à favoriser les expériences, etc., et l'autre, pour la simple et bonne raison que nos intervenants, qui étaient des intervenants en activité adaptée, sortis de l'université, et sont tellement bien formés que même dans le groupe où ils n'étaient censés pas le faire, ils l'ont fait. Le groupe qui finalement avait ce climat un peu particulier. Globalement, l'idée à garder, c'est que quand on se place du côté employé, c'est de dire ce qu'on peut recommander aux employés, au vu de ce qui existe dans la vie physique, c'est pratiquer une activité physique qui va être aérobie modérée, entre parenthèses, effectivement, les activités qui sont un peu plus renforcement musculaire, etc., fonctionnent, mais on n'a pas encore assez d'études pour être certain de ça. C'est beaucoup plus facile d'aller faire marcher les gens ou les faire courir que de trouver des machines pour les faire pratiquer. Donc c'est pour ça qu'on a encore un peu une tête d'études dans la littérature scientifique, mais les chiffres qu'on a, les derniers, montrent que ça pourrait marcher aussi. 2 à 3 séances de 40 à 60 minutes par semaine. Pourquoi 45 minutes maximum? Parce que quand vous pratiquez une activité physique aérobie plus de 30 minutes, vous avez un déclenchement de tout le système hormonal qui va produire sérotonine, endorphine, etc. Les hormones du bien-être, les hormones des affects positifs, etc., etc. Et on a un collègue là qui est en Suisse, qui a fait sa thèse dans le laboratoire où je suis et qui a montré maintenant que globalement, si sur la majorité de la séance d'activité physique que vous faites, et surtout à la fin, vous expérimentez ces affects de l'activité physique plaisante, alors il y a plus de chances que notre vie. Donc c'est pour ça qu'on amène plus les gens à dire, plutôt que de te mettre au crossfit et te mettre une barre de 80 kg sur les épaules, etc., et te pousser à fond, on va commencer tranquillement avec une barre à 20 kg, on va mettre de la musique, et tu fais ce que tu peux, tu prends du plaisir. Et là, il y a plus de chances que les gens adoptent ce comportement d'activité, qu'ils en fassent une habitude, puis du coup, ils progressent, ils maîtrisent, etc. Et on essaye de favoriser une ou plusieurs expériences de récupération lorsqu'on propose ces programmes. Dans la revue de littérature que j'ai fait, dans la méta-analyse qu'on a publiée, globalement, il y a 3 études qui ont essayé de faire ça. Dès le début de la conception de l'étude, ils se sont dit on va faire telle activité dans telle condition parce qu'on va favoriser cette expérience de détachement, cette expérience de maîtrise, cette expérience de relation sociale. Et ces 3 études sont les études qui fonctionnent le mieux, qui ont les effets les plus importants. Maintenant, quand on se place du côté des managers et des dirigeants, c'est l'idée de pouvoir faciliter la possibilité de pratiquer pour les employés. Donc, il y en a qui proposent ces activités-là sur le temps de travail. On travaille actuellement avec une boîte qui est sur la région de Nantes, qui propose ça sur ses employés, sur le temps de travail. Il y a aussi, donc nous, comme on l'a fait à l'université, c'était sur le temps de pause à midi et après le travail, mais avec des horaires aménagés par les N+1 pour que les individus puissent avoir le temps de manger un sandwich et de prendre une douche quand ils revenaient, etc. Donc avec un peu plus de latitude. Et l'idée, c'est de pouvoir essayer de leur dégager du temps, les inciter à pratiquer en groupe, donc faciliter toutes les initiatives de groupe qui peuvent exister. Les communications sur les solutions sanitaires et logistiques offertes. Baptiste en a parlé tout à l'heure. C'est bien qu'elles existent, mais il faut communiquer dessus. Alors, à l'université, les employés n'avaient absolument pas connaissance qu'ils pouvaient utiliser librement tous les vestiaires de la piscine universitaire, qui est assez centrale sur le campus, gratuitement, quand ils le souhaitent. Donc, on a communiqué là-dessus. Et les gens de notre programme l'ont découvert pendant le programme, mais aujourd'hui, continuent à aller pratiquer pour certains et vont se changer régulièrement.
et prendre une douche à son endroit. Donc, rapidement présenter le comité olympique et sportif de la Drôme. Nous, on est une instance déconcentrée du comité national olympique et sportif français. On est là pour créer du lien entre les différentes fédérations, donc les disciplines sportives, et les pouvoirs publics et l'attractivité du territoire. Donc, il y en a dans tous les départements et dans toutes les régions. Nous, au niveau du CDOS de la Drôme, on est 10 salariés. On travaille sur les sujets qui sont transversaux au sport, l'éducation, la citoyenneté, la santé. Et on est piloté, puisqu'on est une association pilotée par des élus, une vingtaine d'élus à notre conseil d'administration. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est l'important, c'est le rôle de l'activité physique et sportive pour les employeurs. On va essayer de ne pas revenir sur toutes les données qui ont été affichées précédemment, mais parler plutôt de culture d'entreprise, de cohésion d'équipe, de leadership, de management et de donner quelques tips, et quelques petites solutions qu'on peut soit vous apporter nous, soit à travers des applications ou des choses qui existent. On va partir sur les constats et postulats, partir de définitions, de chiffres clés, du concept gagnant-gagnant, et aussi en grande partie sur l'historique du sport en entreprise. Donc, les définitions essentielles, il y en a pas mal qui ont été données, je ne vais pas revenir dessus, juste celle de l'activité physique et sportive en milieu professionnel. On va partir du postulat que l'activité physique et sportive est bonne pour la santé, puisque c'est le cas et ça a été exprimé à différents moments lors des présentations. Donc, il s'agit de l'ensemble des moyens et actions qui sont mis en œuvre par l'employeur qui concourent à la promotion de la pratique volontaire des activités physiques et sportives pour les travailleurs à des fins de maintien et d'amélioration de la santé globale dans l'environnement de travail. Donc, on est vraiment ici sur l'amélioration du capital santé dans une relation collaborative entre les travailleurs. La démarche win-win, le collectif gagnant-gagnant, on a vu tout à l'heure pas mal de chiffres, juste deux qu'on n'a pas vu sur le fait de développer une image positive et son attractivité. 29%, c'est le taux d'engagement de nouveaux salariés qui sont attirés par des entreprises qui ont des politiques sport, santé, bien-être. Donc voilà, ça vous permet aussi d'attirer des talents et d'éviter que certains puissent partir. Et un autre chiffre qui n'a pas été dit jusqu'à présent, c'est le renforcement de la cohésion et de l'inclusion dans les équipes. On a 80% des Français qui estiment que pratiquer une activité sportive avec leurs collègues crée de meilleures relations. Voilà, les autres chiffres, je vous les laisserai, mais ils ont été évoqués à plusieurs reprises et ça évite la redondance. D'autres chiffres vraiment très, très sport, 18%, donc là on est sur la relation manager-manager, un peu sur le lien hiérarchique. 18% des salariés estiment que pratiquer du sport avec sa hiérarchie permet de créer une meilleure atmosphère et rend les relations plus simples. Et 77%, donc c'est les Français qui pensent que pratiquer du sport au travail permet de renforcer la relation d'équipe, mais ça on le sait déjà. Les 3 ans d'espérance de vie supplémentaire par la pratique d'activités physiques et sportives en entreprise. Tout à l'heure, les chiffres étaient beaucoup plus hauts puisqu'on parlait de la sédentarité en général. Là, en tant qu'employeur, on ne peut pas vous demander d'influer sur tout, mais si vous influez vraiment sur ce temps passé au niveau de leurs 7 heures par jour, vous permettrez pas seulement de prendre en charge votre salarié, mais vraiment de le considérer en tant qu'individu et de lui permettre plusieurs choses. Et puis, un dernier chiffre de 94%, donc ça c'est pour les entreprises qui ont déjà mis en place des solutions sport, 94% de satisfaction dans leurs équipes. Les aspects juridiques, ils sont revenus, mais pour nous, l'activité physique et sportive dans les entreprises, vraiment, c'est grâce au 2 mars 2022 à cette loi de démocratisation du sport qui a été mise en place parce que la France a choisi d'accueillir les Jeux de Paris 2024. Et dans ce contexte-là, on avait la volonté d'héritage, la volonté d'engagement de la population. Donc, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place sur la partie éducation, sur la partie entreprise, sur la partie santé aussi. Mais donc, cette loi démocratisation du sport a permis de rentrer dans le Code du commerce maintenant une obligation de considérer les enjeux sportifs au moment du choix des orientations stratégiques, de proposer la loi Impact qui inscrit le sport et ses enjeux dans la définition des raisons d'être des entreprises, et également de permettre un assouplissement encore des mesures d'exonération qui ont été présentées précédemment.
Pour les aspects juridiques, vous me poserez des questions après où je vous donnerai les documents nécessaires. Juste revenir sur la possibilité que vous avez de créer des associations sportives d'entreprise. Ce sont des associations loi 1901. On peut vous accompagner dans la création de ces entreprises. En tout cas, voilà, vous devez souscrire à une assurance de responsabilité civile où elle tient à peu près les aspects juridiques pour cette création d'entreprise, d'associations sportives d'entreprise. Et également, si vous mettez à disposition les salles de sport, donc exonération possible, mais aussi en termes de réglementation, des obligations générales avec l'obligation d'affichage, de trousses de secours et que vos salles soient équipées d'un téléphone pour prévenir les secours, des obligations de déclaration des équipements auprès de la préfecture et des obligations de souscrire à un contrat d'assurance. Tout est dans le code du sport. Voilà, dans l'article R322.4, vous trouvez toutes les informations nécessaires pour créer votre entreprise. Un dernier point sur les constats et postulats et de venir un petit peu sur l'historique. Là, actuellement, le sport en entreprise, l'activité physique sportive en entreprise, elle est considérée comme volonté de maintien du capital santé des salariés. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas, le sport entreprise a toujours existé. On n'est pas là, on n'invente pas quelque chose. En France, notamment, dans les années 1800-1840, Jean-Baptiste Gaudin avait créé une familistère de Guise, c'est-à-dire qu'il y avait une ville de 2000 habitants qui jouxtait ses usines, dans lesquelles il proposait des blanchisseries, des choses comme ça, mais il proposait aussi des piscines avec des cours de natation pour permettre ça. On avait également les usines Peugeot qui ont créé les premiers vélo-clubs, qui ont proposé des cours de gymnastique, de foot, de rugby. On a des entreprises qui sont lancées aussi un peu plus dans le sport professionnel, des entreprises comme Fiat qui ont racheté la Juventus de Turin ou Philips qui a créé le PSV Eindhoven, donc c'est des clubs de football professionnels maintenant. Donc on voit bien ici que l'objectif dans les années 1840-1930 à peu près, c'était vraiment de divertir les masses ouvrières pour être sur de la fidélisation. On n'était pas encore sur cette notion de capital santé. En tout cas, vous avez été avant-gardiste, comme plein d'autres choses où le sport essaie de s'inspirer de l'entrepreneuriat des entreprises. C'est que ça a permis de créer les associations de loi 1901 et la naissance des fédérations sportives qu'on connaît maintenant. Juste pour revenir sur les clubs un petit peu de football, actuellement, on a une entreprise qu'on connaît tous, Red Bull, qui possède 4 clubs qui évoluent au plus haut niveau mondial. Et depuis 2005, notamment, ils ont commencé par le club de Salzbourg. Voilà, donc maintenant, les entreprises, vraiment, elles proposent du sport, mais elles sont encore très actrices dans l'économie sportive, qui représente 2% du PIB. Donc, on a vu divertir les masses ouvrières pour mieux les divertir. Et en 1945, un changement un petit peu de paradigme où là, le sport, c'est vraiment l'accélérateur de prestige, la locomotive de croissance. L'ordonnance de 1945 place l'activité physique vraiment comme élément capital du redressement de la nation et insiste sur l'importance de prévoir 6 heures par semaine d'éducation physique, dont la moitié sur les heures de travail. On a également la mise en place du taylorisme, du travail à la chaîne et du travail répétitif. Et là, des entreprises comme IBM, comme Microsoft, ou 2 entreprises en France, proposent déjà les gymnastiques de pause, donc ce qu'on appelle maintenant du sport pendant la pause méridienne, pour essayer de détendre les organismes. Donc, vous voyez, on était vraiment sur le côté divertir, fidéliser. Un autre côté, on est sur de la prestige, de la locomotive de croissance. Et maintenant, on s'intéresse beaucoup plus au capital santé des salariés, même si voilà, on verra que plusieurs choses sont possibles. On est passé sur les constats et postulats. Maintenant, comment engager vos équipes? Engager vos équipes à travers l'amélioration de la qualité de vie au travail, c'est une chose. On va essayer ici de se pencher sur 2 aspects, la culture de l'entreprise et la cohésion de l'équipe, et à chaque fois de vous donner quelques petits conseils pour intégrer le sport dans ces aspects. La culture d'entreprise, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est ce qui vous différencie des autres, c'est des mythes, c'est des codes vestimentaires, des traditions qui permettent à l'entreprise d'être unique. Alors, souvent, elle est insufflée par les managers, mais il faut qu'elle soit reprise par tous, cette culture d'entreprise, et elle permet à l'équipe elle-même d'être unie et solidaire. Les avantages, la performance, donc une augmentation, 48% des salariés sont plus productifs quand ils ont une culture de l'entreprise positive et partagée. Donc voilà, si vous avez une culture de l'entreprise, c'est très facile à mettre en place. Maintenant, il y a même des outils un peu comme Klaxoon qui permettent de mettre en place l'ikigai de votre entreprise, donc la raison d'être,
la philosophie, voilà, de partager un petit peu des temps de brainstorming avec chacun de vos équipes pour essayer d'insuffler une phrase, par exemple, ou 2 mots. Chez Orange, je crois que c'est Human Inside. Donc, voilà, toute la philosophie de l'entreprise, qu'elle soit en interne ou en externe, et en fonction de cette culture entreprise. La performance, donc avec 48% de plus plus productif pour les salariés. L'attractivité RH, on en a parlé tout à l'heure avec les 29% du taux d'engagement, et la réputation. Donc là aussi, pas seulement en interne, mais en externe, une entreprise qui a une culture sportive a vraiment meilleure réputation auprès de ses clients ou auprès voilà, des autres acteurs du territoire. Le rôle du sport dans tout ça. Le rôle du sport, on a les 29%, on y revient. Mais aussi dire que le sport, on en a parlé, plusieurs pratiques sportives sont possibles et vraiment, on s'adapte. Le sport peut s'adapter à toute culture d'entreprise. La culture de l'entreprise, elle peut être votre volonté de renforcer les liens, de développer l'esprit d'équipe, d'être plus sur des notions de performance, de santé. Et à chaque fois, il y a des disciplines et des apprentissages qui sont faits pour chacune d'entre elles. Donc, on peut imaginer aussi voilà, du sport qui est plutôt sur la partie événementielle, plutôt sur de la récurrence, des challenges solidaires ou au contraire des actions, on a parlé des activités physiques de pleine nature ou des actions environnementales, par exemple, si jamais vous souhaitez tourner vos actions sur l'environnement, vous pouvez très bien proposer du plogging, donc c'est de la course à pied où on ramasse les déchets en parallèle. Enfin, voilà, chaque activité sportive peut être le pilier de votre culture sportive, selon voilà, l'image que vous voulez en faire ressortir. Maintenant, parler de la cohésion d'équipe, qui est vraiment voilà, le lien social qui est vraiment la clé du bonheur en entreprise. Donc, c'est l'ensemble des salariés. Il s'agit d'un ensemble de salariés qui partagent une vision, des valeurs, une trajectoire et des objectifs communs, étroitement liés au sentiment d'appartenance. Donc, les points positifs et les avantages de cette cohésion d'équipe, c'est pour booster, bien évidemment, la productivité, et améliorer le bien-être, voilà, favoriser les interactions. Donc, ce qu'il faut faire pour développer la cohésion d'équipe et le lien avec le sport, donc, il faut développer des compétences relationnelles. Pour ça, le sport peut proposer des activités team building, des activités physiques, sportives de coopération, de collaboration. On connaît toutes les activités physiques et sportives traditionnelles, mais il y en existe d'autres. Par exemple, on peut parler d'une activité qui est le kinball, je ne sais pas si vous connaissez. Un ballon d'à peu près de diamètre d'1,50 m avec 3 équipes de 4 personnes. Et l'objectif, c'est de rattraper le ballon en ayant les 4 membres de l'équipe qui touchent le ballon en même temps. Seul, on n'arrive pas à garder le ballon en hauteur, à 2 non plus, à 3 non plus, il faut vraiment être 4. Et on est vraiment sur un jeu très axé sur le fair play, la communication et la coopération. Donc, en dehors des sports traditionnels, on a aussi des activités physiques et sportives qui sont possibles pour favoriser ce côté de compétences relationnelles. En point 2, on a noté la construction d'une culture d'entreprise pour une dynamique commune. Je vous ai parlé tout à l'heure de la culture d'entreprise. Donc, juste revenir sur les challenges solidaires. Orange, que j'ai cité tout à l'heure, est fan des challenges solidaires. Donc, il propose, par exemple, que chaque salarié soit équipé d'un podomètre et qu'au bout de l'équivalent de 3 marathons, une association soit ciblée et à but caritatif, l'entreprise reverse 100 € tous les 3 marathons réalisés par ses équipes à cette association. Ça permet vraiment d'engager les collaborateurs dans une dynamique d'activité physique et de les motiver pour une cause qui leur est propre. Le 3e point, c'est de créer du lien et de la cohésion, de créer des moyens de cohésion et de solidarité en interne. Donc, quand vous accueillez les salariés, vous avez souvent des welcome packs, des choses que vous proposez, des cahiers d'accueil ou quoi que ce soit. Vous pouvez aussi proposer des welcome packs autour du sport pour essayer de les engager, un t-shirt, voilà, une casquette pour aller courir. Vous pouvez promouvoir les déplacements doux. Il y en a qui achètent des baskets de fonction en disant à leurs salariés, voilà, vous venez à pied, on vous achète des baskets de fonction. Il y en a qui s'équipent de flotte, de vélos électriques. Plusieurs propositions sont faites. Un 4e point pour favoriser la cohésion d'équipe, c'est de célébrer et de valoriser les performances individuelles et collectives. Donc là aussi, il est important, vous le savez, de connaître vos salariés, mais aussi de connaître les sportifs qui se cachent dans vos salariés.
de les mettre en avant, de les suivre et de les engager. On arrive sur l'engagement derrière, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'ambassadeurs. C'est important pour vous d'avoir des bons leaders. Vous ne pouvez pas tout le temps faire appel à des gens extérieurs, mais vous avez des leaders en interne qui sont là, qui sont à l'instar du monde sportif, des capitaines, des gens qui sont irréprochables et qui savent motiver les gens dans la pratique. Ce n'est pas obligatoirement les plus performeurs. Ce qu'on veut, c'est qu'on passe d'un paradigme. Vous savez, tout à l'heure, on était sur les années à partir de 1945, on était sur la locomotive, vraiment un élément de croissance. Là, on est plus sur le leader, c'est un finisher, c'est pas obligatoirement un winner, c'est pas obligatoirement le gagnant, mais c'est quelqu'un qui va au bout de ses courses, c'est quelqu'un qui est dans le temps, impliqué dans le sport. Je reviendrai tout à l'heure, juste après, sur la diapo d'après, sur la formation. En effet, ce que propose l'université, c'est une chance que l'université se saisisse de cette problématique de certification. Nous, actuellement, ce n'est pas du tout ce que je vous parlais tout à l'heure, la formation ambassadeur sport, santé, entreprise. On n'est pas du tout sur une certification et sur du coup, une possibilité de pratique d'activité physique et sportive au terme de coach sportif. C'est plutôt des gens qui auront des possibilités de faire des éveils musculaires, vraiment des choses très simples, et de gérer des campagnes de sensibilisation autour du sport et de la nutrition. Les solutions maintenant pour améliorer la qualité de vie au travail. Voilà, plusieurs solutions. D'abord, des outils pour sonder l'équipe et analyser son état moral. Voilà, vous pouvez faire appel maintenant. Vous avez quelqu'un, vous avez Clément, vous pouvez faire appel quand vous avez besoin. Il a besoin de vous là-dessus et vous, c'est vraiment une donnée très importante. Il y a des applications, là, les applications, c'est Javelot et Supermood qui vous permettent d'avoir des feedbacks directs avec vos ressources humaines et savoir quel est le niveau général de satisfaction des salariés. Et sur la partie vraiment sport, par exemple, nous, on propose des diagnoformes santé. Donc, c'est des tests physiques qui durent à peu près 1 heure, des tests physiques autour de l'endurance, de l'équilibre, de la notion également de mobilité, qui permettent à chaque participant, au bout d'1 heure, de passer sur 6-7 ateliers, de repartir avec un petit diagramme en araignée et de savoir où sont ses points forts, où sont ses points forts et où sont ses points faibles. De capitaliser sur ses points forts en disant moi, voilà, je suis très endurant. Voilà. Et ça vous permet d'établir un diagnostic de départ avant de vous lancer dans une démarche d'entreprise. Sachez que les diagnoformes santé existent et sont proposés par le monde sportif. Pour améliorer la QVT, encourager l'activité physique et lutter contre la sédentarité au travail, c'est l'essence même de tout ce temps qui nous rapproche. Je vous ai mis 3 petites applications qui sont très sympas, Kipling, United Heroes et Virgin Pulse, avec des moyens financiers différents. Mais je vais vous parler de Kipling que j'ai déjà utilisé. C'est une application qui vous permet un peu comme un Cluedo de résoudre des énigmes sur une application et vous choisissez le nombre de collaborateurs et le nombre d'équipes. Pour débloquer les énigmes et avoir des indices, il faut parcourir un nombre de pas. Les 2-3 meilleures équipes de la journée, qui ont fait le plus de nombre de pas dans la journée, débloquent l'indice et peuvent répondre à l'énigme. Ils ont besoin de se rencontrer dans les 2 jours qui suivent le déblocage de l'indice pour valider ensemble une réponse et avancer dans l'énigme et qui permet, c'est un jeu qui peut durer entre 1 et 3 mois, totalement modulable. Ça peut être qui a volé les bijoux de la première dame. C'est à vous de construire votre histoire aussi en rapport avec les appétences de votre entreprise. Mais sachez que ces jeux-là existent. Kipling, je crois de tête que c'est à peu près 4 500 €. Voilà. Mais je pourrais vous donner d'autres informations. Pour encourager la pratique physique et lutter contre la sédentarité, maintenant, vraiment, ce que le monde sportif peut vous apporter, c'est des éveils musculaires, une pratique sportive pendant la pause méridienne. Vous pouvez aussi contribuer à prendre en charge une partie de la licence sportive, parce qu'on n'est pas obligatoirement, quand on est employeur, on n'a pas obligatoirement la possibilité et l'envie de faire tout le temps du sport en entreprise, mais votre objectif, c'est aussi de leur laisser la possibilité d'être des pratiquants autonomes. De vous proposer des campagnes de sensibilisation sur la promotion de l'activité physique, de faire la formation d'ambassadeur sport santé entreprise. Cette formation sport santé entreprise outre-Atlantique, on les appelle, et ils ont même créé des postes qui s'appellent des happiness managers, où le seul objectif du manager, c'est de s'assurer du bonheur des salariés. On n'en est pas encore là, mais on ne sait jamais, peut-être que ça viendra dans quelques temps.
Une autre solution pour la QVT, on a parlé tout à l'heure de burn-out, c'est la solution pour préserver la santé mentale au travail. Donc là, je vous ai mis quelques tips également, des journées sans réunion, des semaines de 4 jours, la mise en relation, bien évidemment, ça c'est essentiel avec les professionnels, les psychologues qui peuvent les accompagner. Nous, dans l'activité physique, on a des activités physiques dites de détente, du yoga, des activités physiques autour de la méditation, autour du Qigong. Enfin, voilà, plusieurs choses sont possibles pour permettre cette santé mentale et garantir la détente de vos équipes. Des solutions maintenant pour créer un environnement de travail favorable et attractif, donc les espaces de coworking, etc. Sur l'aspect activité physique et sportive, on a parlé de la flotte de vélo, des baskets de fonction, des Swiss balls. Vous pouvez très bien acquérir des Swiss balls et permettre à vos employés, au début, il ne faut pas y rester très longtemps, 1 à 2 heures suffit, mais ça permet vraiment de lutter contre les TMS et d'avoir une position beaucoup plus active et un positionnement plus sympa. Les bureaux debout, nous en avons parlé tout à l'heure. Nous, on propose maintenant, depuis peu, mon président en est ravi, des réunions debout. Voilà, donc pendant les temps de réunion, on se positionne debout. Et également, créer un environnement attractif, vraiment cette notion d'attractivité de territoire, essayer de s'engager dans le territoire et avec les associations. On parle souvent de mécénat, de sponsoring, de choses comme ça. Vous n'avez pas obligatoirement de l'argent à donner à tout le monde, mais sachez qu'il existe le mécénat de compétences et qu'on peut un peu parler de troc de compétences, de se dire qu'une association, par exemple nous, au CDOS, on pourrait avoir besoin d'un juriste 2 heures par semaine qui vient nous donner des conseils sur des choses. Et en échange, nous, on peut mettre à disposition un prof d'activité physique adaptée qui vient vous faire du sport pendant 2 heures sur la thématique de la santé, etc. Donc, vraiment, cette notion d'environnement est attractif. Essayez de penser territoire, pas seulement au sein de l'entreprise. Donc là, c'est un des exemples on a parlé de challenge solidaire, mais également ce mécénat de compétences. Des outils pour favoriser le sommeil des équipes. Donc, les activités physiques de détente qu'on a détaillées tout à l'heure, ou même celles cardio, permettent un sommeil réparateur et un sommeil profond plus important. La nutrition en entreprise, nous, on a la chance au sein du CDOS Drôme d'avoir une diététicienne. Donc, le monde du sport est aussi en capacité de vous proposer des campagnes de sensibilisation, des échanges, des formations sur la nutrition pour vos équipes. Et un des derniers points pour améliorer la QVT, c'est les outils pour faire vivre les valeurs et les engagements RSE de l'entreprise. Donc, il y a 51% des salariés actuellement qui estiment ne pas vouloir travailler dans une entreprise qui, par exemple, n'a pas de cause environnementale. Je crois que le chiffre est un peu plus bas, c'est environ 42% pour ceux qui n'ont pas d'objectif social. Donc il existe plusieurs possibilités, mais je vous ai parlé tout à l'heure du plugging et des challenges solidaires. Voilà à peu près ce qu'il en est pour les solutions pour améliorer la QVT. Donc maintenant que vous êtes prêts à créer votre programme sport entreprise, l'essentiel, c'est vraiment de convaincre en interne le trio qui est le manager, le CSE et les salariés. Également, de créer et de piloter le programme à travers tout ce qui est engagement, la temporalité du programme que vous souhaitez mettre en place et la valorisation. N'oubliez pas, ce n'est pas obligatoirement du sport, c'est la promotion des déplacements doux, des campagnes de sensibilisation, c'est aussi faciliter la pratique autonome. On en a parlé tout à l'heure, dédié à l'acquisition de licences sportives. Et un dernier point, bien penser reporting et meeting. Vraiment, l'évaluation est vraiment très importante pour constituer un programme de sport bien-être en entreprise. Au cas où, vous pouvez contacter le CDOS Drôme, soit on peut vous orienter vers si vous avez déjà défini la stratégie et que vous souhaitez juste être mis en relation avec des professionnels, soit vous souhaitez des idées ou établir un diagnostic de départ et de fin avec le diagnoforme santé. On est là pour vous accompagner, pour vous aider. Avec plaisir, ça fait partie des missions du CDOS. Et un dernier point, ce n'était pas vraiment prévu, mais j'y tiens aussi dans le sport. Le sport, certes, on est là pour préserver le capital santé, on est là pour essayer de créer de la cohésion, mais depuis quelques temps, le sport, vraiment, c'est une inspiration pour les managers. On a parlé du sport plutôt santé, et là, on est un peu plus sur les valeurs du sport, mais aussi du sport de haut niveau. On propose des conférences, notamment sur le leadership, éclairé par le sport, tous ces domaines-là. Mais le sport permet d'apporter du punch à votre management. Le champ lexical des entreprises se croise de plus en plus avec le sport.
à l'heure, je vous ai dit, vous avez permis au sport d'évoluer, l'entreprise a permis de créer les fédérations sportives, vous nous avez permis, même si encore la conception du sport est quelquefois un peu archaïque, voilà, on a de plus en plus cette logique entrepreneuriale où on cherche à se développer un peu comme vous. Mais à l'inverse, vous employez presque tous les mots. Alors, le champ lexical, maintenant, très marketing, très anglicisme, mais aussi très sportif, le dépassement de soi, l'équipe, la performance. Vous êtes vraiment très axé là-dessus. On se rend compte maintenant, beaucoup de managers qui sont sportifs, on dit que manager, à l'instar d'une pratique sportive, ça permet vraiment de rendre le management plus simple, plus ludique et plus réel. Là, je vous ai mis des petits exemples de sport selon les valeurs qu'ils véhiculent. On en parlait tout à l'heure dans la culture d'entreprise, mais le rugby, voilà, si vous voulez mettre en place tout ce qui est combativité, conquête, convivialité, voilà, vous pouvez vous appuyer sur des valeurs comme le rugby, le foot. Bon, Clément a déjà fait bien la promotion du football, donc je pense que ça suffit. Moi, je suis handballeuse, donc voilà, le foot, un peu moins. La simplicité des règles et vraiment ce côté fédérateur que propose le football. Et l'aviron. L'aviron, c'est un exemple qu'on prend comme ça, mais il y a un seul membre de l'équipe qui voit la ligne finale et c'est lui qui doit amener l'équipe à l'objectif commun au final. Et pourtant, c'est le seul à voir. Donc, les autres, on est dans une relation vraiment de confiance et de coopération. Apporter du management un peu punchy par le sport, ça peut être de mettre en place des team building. Voilà, vous proposez une journée où vous choisissez un ou deux sports. Enfin, voilà, vous choisissez quelles sont les valeurs que vous souhaitez mettre en avant et vous construisez un team building autour de ça en expliquant à chaque fois à vos collaborateurs pourquoi ce choix. Et on finit seulement par les 10 bonnes raisons de s'inspirer du sport pour se dépasser. Donc, le sport, ça pousse à l'excellence, on le sait, aux victoires, mais ça pousse à l'excellence de soi-même. Il y a énormément de travail qui doit être fait pour soi-même pour se dépasser. S'inspirer du sport pour performer dans la durée. Alors, l'abnégation, c'est une des valeurs et des qualités que j'aime le plus dans le sport. Voilà, on se retrouve des fois face à l'échec, mais il faut toujours aller plus loin, toujours continuer et on s'améliorera toujours avec le temps, donc il faut persévérer. Pour gagner en discipline, donc on a des règles dans le sport. Voilà, on a des arbitres, des juges fédéraux qui sont là pour les faire respecter. Et on a également des postures qui sont obligatoires dans certaines disciplines sportives. S'inspirer du sport aussi pour l'humilité. Voilà, le leadership, ça ne veut pas obligatoirement dire domination. Un capitaine, ce n'est pas le meilleur de l'équipe. Donc, l'humilité, alors dans le sport professionnel, des fois, malheureusement, ce n'est pas tout le temps les valeurs qui sont retransmises ici, mais ça fait partie de l'ADN du sport. Pour travailler en équipe, donc on s'entraide, on s'encourage dans un but commun. Ça, c'est le sport. Pour se concentrer plus efficacement, voilà, nous, on travaille dans le sport sur le travail du souffle, sur les sensations qu'on éprouve dans le corps. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Pour mieux écouter et être écouté. Alors, dans les sports collectifs, on ne peut pas pratiquer seul. Hein. On a besoin tout le temps des autres et c'est la même chose en entreprise. Pour apprendre de ses erreurs. Alors, le sport, c'est l'école de la persévérance, je vous l'ai dit tout à l'heure. On dit qu'il n'y a pas d'échec, c'est que de l'apprentissage. Même si quand on est sportif, chaque défaite est compliquée. L'apprentissage des échecs est plus facile en sport qu'en entreprise. Parce qu'il n'y a pas les mêmes enjeux sur du sport amateur, pas sur du sport professionnel, parce que là, on est sur les mêmes enjeux. Mais voilà, des sportifs sont plus facilement, ont moins de problèmes avec la gestion de l'échec et les erreurs. Pour exploiter au mieux les qualités de chacun. Donc là, on est encore sur le leadership et sur le fait que voilà, la tête et les jambes, la mixité des deux. Et en dernier point, on a parlé de stress jusqu'à présent. Donc, pour maîtriser son stress, les sportifs, on est souvent sur les compétitions, l'attention avant de rentrer sur les terrains. Voilà. Donc, faire du sport, ça vous permettra de garantir une meilleure santé pour vos salariés. Ça permettra pour vous de rentrer dans la réglementation. Mais aussi, ça vous permettra en tant que manager, en tant que ressources humaines, voilà, d'inculquer des valeurs qui sont vraiment représentatives à la fois de l'entreprise et à la fois du sport. J'en ai fini parce que